concept et j'y reviendrai juste après. Donc je commence, citation. Supposons qu'un jour, après une guerre nucléaire, un historien intergalactique atterrisse sur notre planète alors morte afin d'enquêter sur la cause de la lointaine petite catastrophe enregistrée par les capteurs de sa galaxie. Cet historien consulte les bibliothèques et les archives de la Terre, préservées par une technologie de l'armement nucléaire très perfectionnée, conçue pour détruire les gens mais non les biens. Notre observateur, après quelques études, conclura qu'on ne saurait comprendre les 2 derniers siècles de l'histoire humaine de la planète Terre sans s'être fait une idée du terme de nation et des vocables qui en dérivent. Ce terme semble exprimer quelque chose d'important dans les affaires humaines, mais quoi exactement? Ici réside le mystère. Fin de la citation. Donc là, je viens de vous lire en fait les premières lignes du livre d'Eric Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, livre paru dans sa version originale en anglais en 1990. 1990, il se trouve que c'est l'année où moi-même j'ai commencé mes études universitaires, et il se trouve aussi que ce livre a été une de mes toutes premières lectures. C'est un livre qui m'a littéralement captivé à ce moment-là. Et puis, quand j'ai préparé cette conférence-là, avec un peu de recul, je me suis dit que je crois pouvoir dire que ce livre a eu une influence notable vraiment sur la suite de mes choix et de mon parcours, pour différentes raisons. D'abord parce que Hobsbawm m'y a fait découvrir comment travaille et à quoi sert finalement un historien ou une historienne. Il m'a aussi fait découvrir plus spécifiquement que le nationalisme est un phénomène global, aux multiples ramifications, un phénomène décisif pour comprendre les 2 derniers siècles de l'histoire humaine, pour reprendre sa citation. Il m'a fait comprendre et découvrir aussi que les nations, telles que nous les connaissons aujourd'hui, n'ont pas été toujours, n'ont pas toujours existé, qu'elles sont le produit d'une histoire, qu'on peut les analyser, qu'on peut les expliquer, les comparer aussi. Et enfin, je dirais aussi que dans ce livre, j'ai compris toute la complexité de l'idée nationale, qui a pu être brandie à la fois comme euh, un idéal subversif de libération, ou au contraire comme un étendard agressif de domination. Voilà. Idéal de libération, étendard de domination, c'est quelque chose sur lequel, une tension sur laquelle je reviendrai. Alors, dans la suite de cet exposé, je propose d'enfiler un peu le costume de l'historien intergalactique d'Hobsbawm, là, pour vous présenter quelques éléments de réflexion, essentiellement, comme l'a dit Yannick, à partir de l'historiographie, peut-être pour vous aider à aborder en classe ces notions, ces concepts de nation et de nationalisme, qui sont des concepts, mais qui sont aussi des phénomènes historiques bien réels et des objets d'étude toujours chauds au cœur de l'actualité. Je le ferai en étant bien conscient que ce qu'on appelle les mots de la nation, c'est-à-dire nation, nationalisme, mais aussi identité nationale, souveraineté, patriotisme, tous ces mots-là sont d'une certaine manière lourds de sens et piégés, au sens où leur définition pose des enjeux qui sont autant politiques que scientifiques, vous le savez bien, et que leur sens et leurs usages ont varié au cours du temps, puis en fonction des lieux, des acteurs aussi. Alors, je serai aussi très attentif aux échelles d'analyse, échelle temporelle, à partir de quand et pourquoi est-ce qu'il est judicieux d'employer les mots nation et nationalisme dans leur sens actuel, échelle géographique aussi, de la canonique étude de cas nationale, hein, ce qui a été beaucoup fait, jusqu'aux approches comparées, aux approches plus globales du national qui se développent aujourd'hui, sans parler aussi des différences, enfin j'en parlerai, j'essaierai, entre les différentes aires géographiques. Alors, je propose un exposé en 2 temps, un peu plus long que prévu, je m'en excuse. D'abord, je voudrais poser le cadre interprétatif général, hein, présenter, confronter les grandes théories explicatives, anciennes ou plus récentes, théories qui, à mon avis, peuvent d'ailleurs être directement abordées avec les élèves à partir d'extraits de grands discours ou de textes importants. Mais bon, ce cadre interprétatif, je dirais qu'il a de sens que s'il est ensuite un peu bousculé, testé, interrogé par le réel de l'historien, c'est-à-dire par des études de cas ou des analyses plus fines. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, je vous proposerai quelques propositions
pour aborder l'histoire des nations et du nationalisme dans une perspective transversale, plus transversale, que vous pourrez peut-être vous-même tester avec vos élèves, même si là encore la réflexion sera davantage historiographique que didactique. Le cadre interprétatif général. Alors, dans cette première partie, la perspective adoptée par celui ou par celle qui se prononce sur la nation me servira de point d'entrée, mais aussi de ligne de partage. C'est-à-dire que d'un côté, pour être un peu schématique, il y a la démarche de l'acteur ou du militant, pour qui le nationalisme est un principe politique à défendre ou à combattre, et de l'autre, vous avez la perspective du chercheur ou de l'enseignant, pour qui nation, nationalisme sont d'abord des objets d'étude, tout en sachant que ce n'est pas si simple et que l'un, bien sûr, n'exclut pas l'autre. Nationalisme comme principe politique, d'abord. Le discours des nationalistes, si vous voulez. Le discours des nationalistes sur la nation, il fait de l'appartenance à la communauté nationale un trait marquant de la personnalité des individus, un trait marquant qui relie ces individus, en quelque sorte, ou dans un même souffle, aux générations passées, présentes et à venir. Donc c'est une communauté enracinée depuis le fond des âges, sur un territoire spécifique, celui de ses ancêtres, et où cette communauté est destinée à se perpétuer. En exemple, je prendrai un extrait d'un article de Giuseppe Mazzini, L'Italie, l'Autriche et le pape, un article paru dans la Revue indépendante, une revue française en 1845, où Mazzini écrit par exemple « Nous sommes un peuple de 21 millions d'hommes, désignés depuis un temps immémorial, sous un même nom, celui de peuple italien. » Donc là, la nation est éternelle, incontestable, inscrite dans l'ordre des choses, elle n'a pas besoin d'être expliquée, elle n'a pas besoin d'être démontrée, c'est, pour reprendre encore une expression de Mazzini, un don de Dieu. Donc ce discours-là, ce discours nationaliste, il est à la fois discours de mobilisation, appel à l'unité, et puis en définitive, c'est véritablement un principe politique qui fonde la légitimité des revendications du peuple national, un peuple érigé en souverain sur son territoire. Ce discours nationalisme, il intervient principalement dans deux cas de figure un peu différents. La première modalité est la suivante, il peut s'agir un peu comme, enfin, essentiellement comme dans le cas de Mazzini, de révéler la nation à elle-même, c'est-à-dire que là, le nationalisme intervient pour éveiller à la conscience nationale, comme si la nation assoupie ou opprimée n'attendait plus que l'impulsion qui va la réveiller. Hein. Et dans cette configuration qui est assez courante en Europe au XIXe siècle, le principe national précède l'État, hein, clairement. L'autre modalité, c'est quand on se trouve dans le cas d'un État-nation qui existe déjà. Et là, l'objectif est alors davantage de remobiliser le sentiment national, de raffermir le sentiment national, notamment dans des moments de crise. Pensez par exemple à la conférence de Renan en Sorbonne en 1882, hein, dans le contexte, même si c'est arrivé 10 ans plus tôt, de la défaite contre la Prusse, l'Allemagne et la perte de l'Alsace-Moselle. Moment de crise aussi, pensez au moment de la Première Guerre mondiale, où il faut là aussi remobiliser la nation. On le voit aussi, cette deuxième modalité, au moment, notamment dans les moments d'affirmation de puissance. On pense là aux impérialismes français, britanniques et autres, hein, de la fin du XIXe siècle. Mais dans tous les cas, ce discours nationaliste a pour socle un certain nombre de ce que les contemporains appelaient des caractères originaux, hein, qui vont faciliter la mise en cohérence de la nation, qui vont viser à renforcer, à rendre, disons, plus tangibles les raisons pour lesquelles celles et ceux qui composent la nation doivent l'aimer, doivent être prêts à la défendre, jusqu'à mourir pour elle parfois. Hein. Hobsbawm, l'historien, parle d'une forme exigeante d'identification, en parlant de l'identification à la nation, pour cette raison-là. Parmi ces traits distinctifs, ces caractères originaux, bien, on retrouve l'origine. Il y a toujours une origine et une origine lointaine. Il y a toujours une histoire commune, un riche passé commun. Mazzini, je recite un passage de son article, parle en parlant de l'Italie,
qui dit qu'il est fier l'Italie est fière du plus glorieux passé qui soit connu dans l'histoire européenne. Il y a le territoire aussi qui fait partie de ses caractères originaux, l'unité géographique. Pour Mazzini encore, je le cite à nouveau, les limites naturelles les plus précises que Dieu ait jamais tracées, en parlant de l'Italie. Bon, il y aurait aussi la langue, la religion, les mœurs et les coutumes, certaines pratiques, etc. Alors, ce discours nationaliste que je viens de décrire à grands traits, il a commencé à être questionné après la Première Guerre mondiale, mais il a surtout été bousculé à partir des années 1960 et 1970. Ce qui m'amène à vous parler maintenant de ce que j'appellerais le nationalisme comme objet d'étude, hein, c'est-à-dire le nationalisme vu, lu, relu au prisme de la recherche. En effet, pour l'historien ou pour le professeur, c'est pareil, hein, qui se penche sur la question nationale, le récit quasi ahistorique de la nation ou des nationalistes ne peut être satisfaisant. Évidemment, en tant que tel, le piège serait de le reproduire sans distanciation critique. Alors, petite mise en garde quand même, avant d'aller plus loin, il faut rappeler, je crois qu'il faut être bien conscient que bon, les historiens, les historiennes ne sont pas toujours des observateurs distanciés du phénomène national, mais qu'ils peuvent ou qu'ils ont pu être des promoteurs actifs aussi du sentiment national. C'est le cas, vous le savez bien, de Ernest Lavis dans le cas français, hein, que Pierre Nora a surnommé l'instituteur national. Hein, et on voit par exemple sur la couverture de ce manuel du début du XXe siècle de cours moyen, donc pour des enfants relativement jeunes quand même, sur la couverture de ce manuel d'histoire de France, eh bien vous avez une citation de Lavis hein, qui dit Enfant, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle, parce que son histoire l'a faite grande. Donc là, on est relativement loin de la distanciation critique. Mais bon, Lavis n'est pas le seul. Hein, d'autres enquêtes de preuves de l'ancestralité de la nation en ont littéralement inventé de nouvelles, des preuves. Hein. Alors là, je réserve, c'est une sorte de teasing en bon français pour la deuxième partie où je vous en donnerai quelques exemples. Alors, ce travail de dévoilement scientifique, il s'amorce vraiment à partir des années 1960, je le disais, par des chercheurs. Je dis bien des chercheurs au masculin parce que dans cette première génération, il y a peu de femmes qui sont présentes. Des chercheurs qui vont s'appliquer à démontrer que les nations sont des constructions historiques, s'appliquer à examiner les conditions d'émergence du principe national, et puis vont tenter aussi de comprendre, pour reprendre une citation de Gellner, à quoi répond cette innovation politique majeure, hein, la nation, le nationalisme, hein, qui s'est rapidement imposé. Donc, ils prennent au sérieux l'objet, le sujet, mais ils réfléchissent différemment. Et à leurs yeux, le nationalisme apparaît comme principe et l'État-nation comme aboutissement à un moment historique précis, c'est la grande nouveauté, en réponse à une situation inédite. Hein, ce sont des concepts ou des réalités aussi qui sont les enfants de la modernité et de l'ère des révolutions, révolution politique, révolution économique, révolution technologique, qui ont marqué l'histoire du monde, et d'abord celle de l'Europe et de l'Amérique du Nord à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voilà la grande nouveauté. Chaque auteur ensuite majeur du courant dit moderniste, hein, justement, va privilégier bien l'une ou l'autre ensuite des dimensions de la modernité dans son modèle explicatif. Alors, peut-être le plus, j'ai envie de commencer par dire quelques mots du modèle de Ernest Gellner, donc dans son livre Nation et nationalisme, paru en 1983 en anglais et puis traduit en français quelques années plus tard. Gellner a sans doute produit, il est toujours cité ou presque, parce que il a sans doute produit la théorie du nationalisme la plus achevée, mais aussi peut-être la plus complexe. Parmi les facteurs explicatifs qu'il met en avant, pour lui, le nationalisme devient, je le cite, une nécessité sociologique quand s'amorce la transition entre société traditionnelle et société moderne. Et il attribue donc dans son modèle la primauté aux transformations des structures économiques et matérielles, et en particulier, il s'intéresse à la transition vers l'industrialisation,
hein. Structure économique, transformation des structures, transition vers l'industrialisation, qui chamboule les cadres anciens et qui impose, selon lui, une plus grande intégration des différents groupes sociaux, une plus grande mobilité aussi, à une plus vaste échelle, donc celle de la nation. Mais bon, la thèse de Gellner est difficile à résumer en quelques mots et je vous invite, si vous êtes intéressé, à consulter directement son livre. En termes de définition, il y a des définitions intéressantes chez Gellner. Sa définition de la nation d'abord. Alors, il ne tranche pas vraiment entre la définition culturelle, je dirais, celles et ceux qui partagent la même culture, et la définition volontariste, celles et ceux qui se reconnaissent comme appartenant à la même nation. Donc, on reconnaît dans cette volonté d'accepter les deux et de ne pas trancher, finalement, on n'est pas si loin du Ernest Renan de 1882, hein, qui présentait la nation à la fois comme un héritage, un legs individu du passé, et un projet, hein, vous savez, un projet d'avenir et un plébiscite de tous les jours. Alors, ce qui est certain pour Gellner, c'est que, c'est la citation que j'ai mis ici, ce sont les hommes qui font les nations comme forme du collectif politique, sont des artefacts produits par les convictions, la solidarité et la loyauté des hommes. Gellner propose aussi une définition du nationalisme, hein, qui est devenue classique, qui est constamment reprise, mais je pense à juste titre, qui est la suivante. Donc le nationalisme est essentiellement un principe politique qui affirme que l'unité politique et l'unité nationale doivent être congruentes, doivent se recouvrir en fait. C'est-à-dire que ce principe vise essentiellement à l'avènement et puis à la perpétuation de l'État-nation. Alors, en m'inspirant un peu de Gellner, je propose souvent, mais ça sera discuté, de définir le nationalisme comme l'idéologie de la souveraineté nationale. Idéologie de la souveraineté nationale, productrice de discours, productrice de pratiques aussi, hein, et force motrice dans le processus de création des États-nations. Idéologie de la souveraineté nationale, productrice de discours, de pratiques et force motrice dans le processus de création des États-nations modernes. Après Gellner, il faut redire encore quelques mots de Hobsbawm, dont j'ai déjà parlé dans son livre de 1990. Alors, il suit Gellner dans les grandes lignes, modernistes donc, mais disons qu'il est moins théoricien, il est plus historien dans sa démarche, et il propose notamment une chronologie du phénomène national à l'échelle de la planète qui est intéressante et sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Dans la hiérarchie des facteurs proposés par Hobsbawm, je crois qu'il souligne davantage le rôle des idées, des discours, des actes politiques, des évolutions, des révolutions politiques, des aspirations nouvelles à la liberté, à la souveraineté, les transitions vers le parlementarisme, par exemple. Tout cela pour expliquer donc l'émergence de la nation comme mode privilégié d'identification d'un individu à un collectif. Et à partir du XIXe siècle. Et je crois que Hobsbawm souligne aussi, et c'est important de le rappeler, il souligne fort bien le transfert de souveraineté, le transfert de sacralité qui s'opère et qui accompagne ce processus. Transfert de la personne du monarque à la communauté nationale élargie, voire parfois, pas toujours, au peuple souverain. Gellner, Hobsbawm, le troisième nom important sur lequel j'ai envie de dire quelques mots aussi parmi ces théoriciens, on va dire, c'est Benedict Anderson, qui rédige un ouvrage important en 1983, Imagine Communities, traduit beaucoup plus tard en français sous le titre L'imaginaire national. Anderson est historien et anthropologue. Il se positionne sur à peu près la même ligne moderniste que les deux précédents. Mais il s'en distingue aussi un petit peu, disons qu'il a une spécificité, c'est la première grande étude en 1983 comparée du nationalisme qui ne soit pas eurocentré, hein. C'est-à-dire qu'il va beaucoup puiser dans son propre champ d'études, c'est-à-dire notamment l'Asie du Sud-Est, hein, pour enrichir la réflexion. Et puis, autre nouveauté peut-être chez Gellner, ou distinction, il accorde, lui, une place très importante aux révolutions
technologique, alors sur la même période que les précédents, mais révolution technologique, développement de la communication, développement de l'imprimé en langue vernaculaire, ce qui facilite la circulation des idées, la diffusion des symboles et des imaginaires nationaux. Imaginaires nationaux, symboles, sont des éléments qui ont peut-être été parfois négligés par d'autres approches que vous retrouverez moins chez Gellner, par exemple. J'ajoute que l'immense succès du livre de Anderson, hein, en 2007, il avait été traduit dans 29 langues, pour dire. L'immense succès de ce livre vient de son expression titre, je crois d'abord, hein, donc en anglais, ou Imagine Communities, ou communauté imaginée, et de la définition très anthropologique de la nation qui en découle, sa définition étant la suivante, hein, une communauté politique imaginaire est imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine. Et là, quand il emploie le terme imaginer, il veut surtout dire que cette communauté nationale a cela de distinct et de nouveau par rapport à d'autres types d'affiliations, par rapport à d'autres sentiments d'appartenance, cela de nouveau que les hommes et les femmes qui la composent, cette communauté, se reconnaissent mutuellement une identité commune, affective, alors même que la plupart d'entre eux ne se sont jamais rencontrés et ne se rencontreront jamais. Donc ça, c'est un peu la nouveauté aussi de Anderson, de bien mettre ça en évidence. Alors, je voudrais vous présenter brièvement maintenant quelques critiques, quelques nuances, quelques alternatives par rapport à ce modèle moderniste qui est largement dominant aujourd'hui encore. La première critique, c'est celle à retenir, je crois, c'est celle notamment de l'historien Anthony Smith, surtout à partir des années 1980. C'est la critique dite ethno-symboliste. Alors, sur le fond, ce que critique Smith, c'est la focalisation sur l'origine moderne des nations qui interdit tout regard vers ce qui précède le XVIIIe siècle, si vous voulez, même à titre prospectif. Donc, pour Smith, au contraire, il existe des héritages pré-modernes, notamment des ressources symboliques, des mythes, des récits, des religions, même des valeurs qui constituent à ses yeux un matériel culturel, parfois très ancien, enraciné, qui a souvent servi quand même d'assise pour la construction ensuite des identités nationales au XIXe siècle. Donc il rappelle ça, mais attention, hein, avec Smith, ce n'est pas un retour aux thèses nationalistes des nationalistes ou aux thèses primordialistes, hein, au sens où Smith reconnaît vraiment, par ailleurs, le caractère construit, le caractère non immémorial de la nation. Ce qu'il propose, c'est de compléter, de nuancer les thèses modernistes en insistant, alors, il insiste moins sur la rupture contemporaine, celle de la fin du XVIIIe, début XIXe, mais il ne la nie pas, mais il insiste moins là-dessus et va plus mettre l'accent sur certaines continuités de longue durée entre identité nationale moderne et identité ethnique plus ancienne. Bon, voilà à grands traits résumé la critique et la proposition de Anthony Smith, qui est par ailleurs un grand historien du nationalisme aussi. Parmi les nouvelles approches, qui sont aussi un peu critiques par rapport au modèle moderniste, il y a l'approche par en bas, hein, Nationhood from below. Je mets le titre en anglais parce que ça n'a pas vraiment été traduit en français, mais disons que au départ, il y a un paradoxe historiographique qui est relevé par les historiens et les historiennes qui s'y intéressent. C'est le suivant: alors que le nationalisme est un phénomène de masse par excellence, ce qui se joue au niveau des gens ordinaires a été négligé par les modernistes, à leurs yeux, donc, dont la plupart des travaux se sont concentrés sur le rôle des élites. Alors, le livre collectif que je cite ici, Nationhood from Below, critique, publié en 2012, en particulier cette approche trop strictement diffusionniste, hein, du haut vers le bas, qui tend à rendre les masses trop passives. Alors, les auteurs de cet ouvrage vont proposer au contraire de porter une attention accrue à la réception, à l'appropriation, parfois à la subversion, voire au rejet même, des modèles, des références construites par les élites, hein, qui ne font pas que descendre comme ça de manière uniforme. Et donc, ils vont utiliser pour
dans leur perspective, hein, les apports de l'histoire sociale par en bas, à la manière d'un E.P. Thompson qui traque la capacité d'agir, la capacité d'initiative, la fameuse agency des populations. Un dernier autre exemple de nouvelles approches plus récentes, enfin moins récentes que la précédente, mais relativement récente quand même, c'est l'approche par le nationalisme ordinaire. Alors vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non. Il s'agit aussi de proposer là, un décentrement du regard des élites vers les masses, ça oui, mais ici, la critique du diffusionnisme n'est plus vraiment l'enjeu. Hein, Michael Billig, l'inventeur du syntagme banal nationalism, donc nationalisme banal, si on veut le traduire mot à mot, lui, il se met en quête des mécanismes qui permettent aux communautés nationales non pas d'apparaître, ce qui a beaucoup été étudié déjà, mais de se perpétuer, de se reproduire depuis parfois plus de 2 siècles, comme aux États-Unis. C'est son terrain de jeu, les États-Unis. Il travaille essentiellement là-dessus. Et il s'intéresse à comment ça se perpétue l'idée nationale, alors même qu'il n'y a pas, hors des moments de crise, hors des moments de guerre en particulier. Donc il s'interroge sur les modalités de l'incorporation des valeurs de la nation par les individus ordinaires. Et c'est là que c'est passionnant, il dévoile vraiment un processus si familier, si routinier, qu'il en devient parfois quasiment invisible. C'est ce qu'il appelle donc le nationalisme banal, qui est mieux traduit, je crois, qui a été traduit récemment, le livre, par nationalisme ordinaire, qui pourrait être traduit. Bon, non, là, il était traduit par nationalisme banal. Bon. Mais nationalisme ordinaire me convient bien aussi. Billing, en fait, il dresse l'inventaire de ce qu'il appelle des habitudes idéologiques ancrées dans le quotidien. Chaque jour, écrit-il, la nation est rappelée, reminded en anglais, rappelée, signalée, balisée de manière assez anodine, notamment par les discours politiques, par les médias, en particulier dans les pages sport des journaux, où les références à la nation sont très nombreuses, ou encore le drapeau. Mais alors attention, ce n'est pas le drapeau qu'on agite consciemment avec ferveur et passion dans une manifestation ou autre chose, non. Hein, c'est celui qui flotte négligemment sur un édifice public, hein, qui est donc un élément routinier du décor, mais qui est aussi, c'est ce qu'il démontre bien, une sorte de balise qui unit, qui réunit, une proclamation, si vous voulez, à bas bruit, mais d'un principe qui demeure vraiment. Et je crois que cette dimension ordinaire du nationalisme, pardon, est quelque chose qui pourrait être abordé avec des élèves en écho à leur quotidien, le drapeau, les sports, etc. Bon, il y aurait d'autres thématiques assez neuves qui auraient mérité d'être présentées, mais je n'ai pas le temps. Je signale simplement celles qui associent genre et nation, genre et sentiment national, avec par exemple des travaux qui réévaluent le rôle des femmes actrices dans les luttes ou les mouvements nationaux, d'autres travaux aussi peut-être plus classiques qui interrogent les représentations féminines ou masculines de la nation. Alors j'en arrive au deuxième grande partie, avec des pistes un peu plus concrètes pour faire ou pour promouvoir une histoire transnationale, transversale, disons plutôt, des nationalismes, en m'arrimant quand même à ce qui précède, et avec davantage à l'esprit là le souci de la comparaison, pour mieux comprendre, mieux évaluer ce qui rapproche, ce qui singularise les cas étudiés en fonction des époques, des acteurs et des lieux. La première proposition, pour cette première proposition, je partirai d'une distinction qui me paraît utile entre nationalisme de puissance et nationalisme d'existence. Alors, ces expressions étaient, je ne sais pas si elles ont été forgées par lui, mais en tout cas, je les ai trouvées sous la plume de l'historien français René Giraud dans un ouvrage, Peuple et nations d'Europe au XIXe siècle, qui n'est pas un ouvrage théorique du tout, c'est un manuel pour le premier cycle universitaire. Les gens de ma génération ont peut-être utilisé ces manuels, les carrés histoire, hein. Et pourtant, c'est bien là qu'on trouve cette distinction qui n'est pas si souvent relevée et que je trouve pertinente d'un point de vue analytique, mais aussi fort utile d'un point de vue didactique.
Alors on peut bien sûr, et je vais commencer par là, réfléchir à ce qui distingue ces deux types de nationalisme, et pas seulement en Europe. L'Europe, c'était le terrain de René Giraud, mais on peut aussi comparer au sein de chacun de ces groupes différentes trajectoires plus ou moins convergentes. Je le ferai pour un cas. Nationalisme d'existence d'abord. Alors quelle est la définition? Il caractériserait des communautés qui expriment leur volonté d'accéder au rang d'État-nation, mais qui ne sont pas encore reconnues comme telles, qui n'ont pas encore d'existence légale. Ici, donc, à nouveau, le nationalisme précède l'État, et l'objectif est bien de faire coïncider unité nationale et unité politique. On est bien dans la définition de Gallner. Ce nationalisme d'existence, il est souvent associé à la dynamique émancipatrice des petites nations, des nations minoritaires, qui aspirent à la souveraineté, qui aspirent à l'indépendance. Alors, il caractérise en particulier le mouvement des nationalités, qui est souvent au programme, hein, d'ailleurs, en histoire, qui aspire à la souveraineté, qui aspire en Europe au XIXe siècle à s'extirper de la tutelle des empires centraux et de l'Empire ottoman pour aller vite, mais il y en a d'autres sortes aussi. Donc, nationalisme d'existence caractérise ce mouvement européen au XIXe siècle, mais je crois que l'expression est aussi applicable dans le cas de nations issues de la colonisation, enfin surtout de la décolonisation, l'Amérique latine au XIXe siècle, l'Afrique au XXe siècle, même si là la question de l'ancienneté de la communauté nationale se pose différemment, notamment quand les frontières des nouveaux États ont été tracées par le colonisateur. Nationalisme d'existence, donc. Nationalisme de puissance. Alors, selon René Giraud, ils apparaissent plutôt après 1870, au sein d'États-nations déjà anciens, comme la France ou la Grande-Bretagne, ou déjà puissants, comme l'Allemagne. Alors, ici, hein, comme dans le cas du nationalisme d'existence, je dirais, les valeurs de la nation sont exaltées, comme quasi sacrées, mais l'objectif, l'agenda est différent, au sens où il s'agit là d'un nationalisme de domination, un levier que les États peuvent faire jouer pour justement justifier une politique agressive d'expansion par rapport à des rivaux voisins, on pense au pangermanisme par exemple, mais un levier que les États peuvent aussi faire jouer pour justifier des politiques de conquête. Il est clair que le nationalisme de puissance est un proche parent de l'impérialisme. À une époque, vous le savez bien, la dernière décennie du XIXe siècle, où la possession de territoires ultramarins devient l'un des signes de la puissance. Donc c'est un nationalisme aussi de repli sur soi, chauvinisme en France, jimgoïsme en Grande-Bretagne, nationalisme du rejet ou du dénigrement de l'autre, xénophobie, antisémitisme, racisme, le rejet de l'universalisme des Lumières aussi est bien souvent présent, au nom donc de la défense de particularismes nationaux. Ce nationalisme de puissance, il se décline différemment en fonction des pays, c'est sûr, et j'aurais pu développer, mais je ne vais pas le faire là, le cas britannique avec un État, les 4 nations, dont l'une, l'Angleterre, qui domine, et les 3 périphéries celtiques qui sont différemment subordonnées à elle. Dans ce cas-là, est-ce qu'on doit parler de nationalisme de puissance britannique ou de nationalisme de puissance anglais? Ce serait à discuter. Mais ce que je voudrais faire maintenant, c'est comparer un peu plus longuement, peut-être, deux nationalismes d'existence au XIXe siècle, deux nationalismes d'existence au XIXe siècle, au sein de l'Empire britannique, mais sur 2 continents différents, donc l'Irlande et le Bas-Canada ou le Canada français, qui correspond au Québec d'aujourd'hui, mais au XIXe siècle, on n'emploie pas le terme de Québec, ce serait relativement anachronique. Donc l'Irlande et le Bas-Canada, 2 trajectoires impériales, avec des histoires différentes, oui, mais que l'on peut avantageusement, je crois, croiser à plusieurs égards. En soulignant d'abord peut-être la spécificité, en rappelant la spécificité de chacune des 2 subordinations au XIXe siècle. On a donc un même cadre impérial. Mais on a 2 territoires conquis à des périodes différentes, plutôt le XVIe siècle pour l'Irlande, le milieu du XVIIIe pour la Nouvelle-France. 2
situation géographique différente aussi, proximité de la métropole pour l'Irlande, éloignement pour le Canada français. Des populations différentes aussi, notamment une spécificité francophone et autochtone qu'il ne faut pas oublier non plus en Amérique du Nord par rapport à l'Irlande. Mais dans les deux cas, une question religieuse qui est liée, qui est présente et qui est liée au catholicisme des habitants. Et puis au début du XIXe siècle, deux statuts différents. L'Irlande fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande depuis 1801, et à ce titre envoie des députés élus siéger au Parlement impérial à Londres, tandis que le Bas-Canada, francophone, a sa propre chambre d'assemblée législative, élue elle aussi, depuis 1791, qui gère les affaires locales. Dans les deux cas, je crois qu'il faut aussi souligner à la fois la précocité de la question nationale, qui émerge dès la fin qui est là, présente à la fin du XVIIIe siècle déjà dans les deux cas, comparativement assez précoce comparativement au reste de l'Empire et même au reste de l'Europe, même comparativement à l'Europe. Donc, à la fois précocité de la question nationale, mais aussi, dans la première moitié du XIXe siècle, des mouvements et des revendications qui gagnent à être réinscrites ou analysées dans une histoire transnationale, atlantique, l'histoire du grand courant libéral et nationalitaire qui caractérise essentiellement l'Europe continentale. Donc, spécificité, précocité, mais aussi réintégration avantageuse de ces revendications, de ces mouvements dans l'histoire atlantique. Les points de convergence, quels sont-ils entre ces deux mouvements nationaux? Des mobilisations populaires, structurées, encadrées par les classes moyennes. Pour l'Irlande, le mouvement pour l'émancipation des catholiques dans les années 1820, puis celui pour l'abrogation de l'Union dans les années 1830 et surtout 1840, avec comme leader charismatique Daniel O'Connell. Pour le Canada français ou le Bas-Canada, le mouvement ou le parti même des patriotes qui est actif dans les années 1820, mais surtout dans les années 1830. Là, vous voyez, il y a une forme de concordance des temps entre ces deux mouvements nationalistes. Des revendications aussi proches sans être identiques, des revendications libérales et nationalitaires, plus de droits, démocratisation du système, réformes politiques et institutionnelles, en forme tout cela de reconnaissance de leur existence comme nation. Mais, au début en tout cas, aucune demande de séparation complète de l'Empire britannique. On pourrait ajouter qu'il y a des connexions transnationales, transimpériales intéressantes entre les deux aussi. L'Irlande, à cette époque-là, est perçue, pas seulement par les Canadiens français d'ailleurs, mais à l'échelle de l'Europe aussi, comme le laboratoire occidental de l'entrée des masses en politique. Donc le monde a les yeux rivés sur l'Irlande pendant quelques années. On pourrait noter aussi la présence d'immigrants irlandais importants chez les patriotes, donc il n'y a pas que des francophones, il y a aussi des immigrants irlandais, et le fait que Papineau, le leader charismatique aussi du mouvement des patriotes, se faisait surnommer à l'époque le O'Connell canadien. Ça c'est aussi intéressant dans la presse, etc. Il y a des choses qui les distinguent aussi, c'est ça qui est intéressant. Ce qui les distingue, c'est qu'à un moment donné, les trajectoires vont s'écarter. Au Québec ou au Canada français, la situation va se tendre avec les autorités britanniques, le discours va devenir plus révolutionnaire, plus républicain, jusqu'à l'affrontement armé, l'insurrection séparatiste, donc qu'on appelle, c'est un moment historique important, les rébellions de 1837-1838. D'un côté, donc, on a une insurrection armée, finalement, tandis que de l'autre, l'Irlande, au plus fort de l'agitation en 1843, c'est toujours l'agitation pacifique, c'était le terme à l'époque, qui domine, c'est-à-dire des rassemblements géants de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes, mais sans faire usage de la force ou de la violence. Dans les deux cas, échec, avec répression militaire au Canada, emprisonnement, même pas très long, mais quand même, pour O'Connell en Irlande. Et puis, deux trajectoires donc, qui avaient quand même été relativement proches jusqu'à la fin des années 1830, qui vont radicalement s'écarter ensuite. Au Canada français,
après 1840, j'imagine que c'est moins connu en France, mais les élites conservatrices et cléricales, hein, c'est-à-dire l'Église catholique, hein, vont, après 1840, jeter les bases d'une nouvelle pensée nationale qui sera dominante jusqu'aux années 1950, hein, pendant plus d'un siècle, nouvelle pensée nationale qui met en avant la stricte défense de la langue et de la religion dans le cadre de la Grande Confédération canadienne. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question nationale est désormais dissociée de celle de l'indépendance politique. On abandonne l'objectif de souveraineté politique. On s'éloigne du modèle européen du siècle des nationalités pour choisir la voie du repli identitaire, je dirais. Le nationalisme d'existence des Canadiens devient un nationalisme de survivance culturelle sans expression politique ou presque. Donc ça, c'est l'évolution et le nationalisme politique ressurgit, si l'on veut, ou réémerge vraiment dans les années 1950-1960 seulement. En Irlande, c'est très différent. La dimension culturelle du nationalisme, la langue, la religion, la culture gaélique d'avant l'arrivée des Anglais, etc., cette dimension culturelle du nationalisme, elle est elle aussi mise en avant dans les dernières décennies du XIXe siècle en particulier, mais à l'opposé de ce qui se passe au Québec au XXe siècle, donc ce nationalisme culturel irlandais ne va jamais éteindre la flamme des revendications politiques. Bien au contraire, le nationalisme culturel va d'une certaine manière nourrir le nationalisme politique. Voilà, avec la guerre d'indépendance et la quasi-indépendance de l'État libre d'Irlande à partir de 1921. Voilà, donc deux trajectoires, vous voyez, intéressantes à comparer, à la fois convergentes et en même temps qui se distinguent aussi en fonction des époques. Je dirais un mot sur les mots, justement, pour terminer là-dessus. Souverainisme, souveraineté. Au Québec, aujourd'hui, dans l'espace public et dans l'historiographie, souverainisme, souveraineté sont des mots qui sont presque toujours synonymes ou associés à la revendication d'indépendance. Alors que dans l'histoire irlandaise, souveraineté est plutôt associée à l'autonomie politique, à la réappropriation du pouvoir législatif, au rétablissement du Parlement irlandais, mais pas à la rupture totale avec la couronne. Et je me suis rendu compte de cette différence sensible quand même dans mon cours d'histoire de l'Irlande à l'UQAM, à Montréal, où je dois vraiment toujours faire attention parce que dans la tête des étudiants, quand je dis souveraineté, ils pensent à indépendance. Voyez. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant à étudier et à constater. L'autre piste que je voulais aborder, qui va me faire déborder du temps imparti, c'est la proposition donc d'aborder le phénomène national comme un phénomène transnational. Et je reprends j'ai pris comme titre ici la citation de Anne-Marie Thiest, la première ligne, je crois, de son livre, Création des identités nationales, rien de plus international que la formation des identités nationales. Donc ça invite à réfléchir de manière transversale à la naissance des nations et des mouvements nationaux, au processus donc, de construction des identités nationales. Une première approche possible est la suivante, c'est de repérer les étapes et de comparer les chronologies. Ce sont des choses qu'on peut faire, je crois, avec des élèves. Et dans cette perspective, si ça vous intéresse, je vous invite à mobiliser le modèle pionnier, parce que c'est un modèle des années 60, de l'historien proposé par l'historien Miroslav Rock, qui montre que l'acte de naissance, le véritable acte de naissance des nations, a souvent été rédigé, on va dire, dans l'indifférence des masses, au tout début d'un processus en 3 phases assez dynamique. Donc son modèle, il fait clairement écho à Gellner. On y retrouve le rôle des élites et la transition aussi vers la modernité industrielle. Alors brièvement, la phase A, dans un premier temps, donc c'est une phase au cours de laquelle une poignée d'intellectuels, donc quelques érudits, d'artistes, de théoriciens isolés, vont s'employer littéralement à faire naître la nation, ou à leurs yeux à prouver qu'elle existe, à élaborer son caractère original, à inventorier, et bien souvent à inventer finalement un patrimoine commun national. C'est la phase, d'après Rock, culturelle, littéraire, folklorique, si vous voulez,
de l'émergence des mouvements nationaux. La phase B, ensuite, l'étape suivante, c'est celle de la politisation du culturel, politisation de ces découvertes, entre guillemets, de la première phase. Alors, politisation qui est le fait d'une minorité agissante, hein, d'après Rock, hein, de militants de la cause nationale qui vont commencer à faire campagne, qui vont commencer à investir l'espace politique. Et à ce moment-là, ce groupe de militants s'est élargi quand même, souvent aux classes moyennes urbaines, qui sont instruites, mais qui sont souvent frustrées parce que exclues du pouvoir, bloquées dans leur promotion sociale, du fait de leur appartenance à un groupe subordonné, minoré, marginalisé. Donc, ce qui a été beaucoup étudié par Rock, c'est l'idée que la frustration des élites lettrées est un moteur donc, dans les mouvements nationaux. Et puis la phase C, c'est le point le plus délicat concerne la transition donc, de la phase B à la phase C. La phase C, c'est quand le nationalisme est devenu un phénomène populaire, un phénomène de masse, quand la communauté imaginée prend réellement forme, je dirais. Et toute la question, c'est comment est-ce que les masses ont été convaincues. Alors, et on est bien dans le modèle moderniste, hein, avec comment est-ce que l'idée nationale s'est diffusée. Pour l'expliquer, Miloslav Rock et d'autres comme Anne-Marie Thiès, par exemple, vont décrire un processus de nationalisation des imaginaires qui nécessite, à leurs yeux, un gros effort de pédagogie du sentiment national. Pédagogie du sentiment national qui est facilitée notamment par le développement des supports modernes de la communication. Et là, on retrouve les thèses de Benedict Anderson, avec notamment ce qu'il appelle la communauté de l'imprimé, qui va faciliter tout cela. On pourrait insister aussi sur les progrès de l'alphabétisation, et puis, comme vecteur, hein, quand dans les États déjà constitués, l'école et l'armée. Alors voilà, cette grille de lecture simplifiée, si on la simplifie, je crois, elle permet de riches comparaisons transnationales. Et chez Rock, ce séquençage, disons, idéal typique, c'est un peu un modèle quand même qu'il faut discuter, bien sûr, il est implicitement arrimé à une chronologie aussi, qui est la chronologie du 19e siècle européen, en ce qui concerne les nations et les nationalismes, avec sa phase A qui correspondrait à la première moitié du 19e siècle, jusqu'en 1848, la phase B qui courrait de 48 à 70 à peu près, et puis la phase C de 1870 au début du XXe siècle. Ça fonctionne relativement bien pour l'Europe et en particulier l'Europe médiane et centrale qu'il étudie lui-même. Hobsbawm, dans son livre, lui, je disais en tout début, il a sensiblement réagencé et enrichi cette chronologie pour proposer une périodisation plus globale. Alors je passe rapidement, mais disons que pour lui, jusqu'au XVIIIe siècle inclus, c'est le temps des fidélités dynastiques, aristocratiques, le temps des fidélités pré- ou proto-nationales. On est bien dans la thèse moderniste. Des années 1780 aux années 1870, c'est le moment du développement du nationalisme comme principe moteur, dans sa phase libérale, ouverte, hein, émancipatrice en Europe, essentiellement. La phase suivante pour Hobsbawm, c'est 1870-1914. Là, c'est le moment où le nationalisme se transforme en force politique de masse et c'est le moment aussi où il glisse vers la droite. Hein. Enfin, en tout cas, les thèmes de la nation glissent vers la droite. C'est le moment du nationalisme de puissance, la concurrence entre les nations. Et la séquence suivante, 1914-1950, c'est là qu'il dépasse Miloslav Rock, c'est l'apogée du nationalisme qui devient un phénomène majeur à l'échelle planétaire. Et puis, 1950 à 1990, la période qu'il étudie, l'année de publication de son livre, il explique que la référence à la communauté nationale semble l'avoir emporté partout, mais il prédit son déclin pourtant dans un nouvel ordre mondial globalisé, supranational, où peut-être aussi les firmes multinationales vont imposer de plus en plus leur vue. Donc il s'interroge pour savoir si on n'est pas déjà vers le post-national. Alors, on pourrait, il faut, je crois, ajouter une séquence à la chronologie de Hobsbawm,
jusqu'à nos jours, de 1990 à nos jours, séquence qui aurait un peu tendance quand même à montrer que Hobsbawm s'est relativement trompé de ce point de vue-là, puisque dans l'âge global, certes, l'idée nationale ne se porte toujours bien, et je crois qu'elle est loin de se dissoudre dans la supranationalité, dans la globalisation, même si tout cela interagit. On peut prendre même l'exemple presque simple de l'Union européenne qui, comme communauté imaginée supranationale, peine quand même à émerger et à supplanter la communauté imaginée ou les communautés nationales. Autre façon, et j'approche de la fin quand même, autre façon de réfléchir de manière transversale, c'est de proposer donc une histoire transnationale de la création des identités nationales. Alors, là, je reviens vraiment aux travaux de Anne-Marie Thiès qui, comme elle le rappelle, chaque nation est singulière, oui, c'est même ce qui la caractérise, mais toutes les nations parlent le même langage d'une certaine manière, au sens où Anne-Marie Thiès constate que partout le répertoire identitaire est élaboré dans les phases A et B de Rock, là, à partir d'une nomenclature commune, à partir de critères récurrents qui ont beaucoup à voir, évidemment, avec les caractères originaux dont j'ai parlé au début, élaborés au XIXe siècle. Et je crois que les éléments de ce qu'elle appelle la checklist identitaire, donc ces critères-là que je vais ensuite brièvement présenter, peuvent utilement servir de support à un travail d'histoire comparée avec des élèves, d'autant plus que la comparaison prend tout son sens quand on a des indicateurs précis à comparer. Alors, on peut, par exemple, pourrait leur demander de mener individuellement ou en groupe une recherche sur un pays de leur choix, à partir d'une liste de critères communs, et puis comparer les résultats en classe, ce qui devrait permettre de souligner que partout, donc, le cahier des charges pour accéder à la dignité nationale est similaire. Par le passé, j'ai mené cette expérience avec des élèves de collège. À l'époque, j'enseignais en collège. Je crois en quatrième, me semble-t-il, peut-être même en éducation civique à l'époque. Et dans mon souvenir, ça a bien pris quand même. C'est quelque chose qui peut fonctionner. Les principaux critères récurrents, quels sont-ils alors pour Anne-Marie Thiès? Il y a bien sûr l'exaltation du riche passé national, mais qui subit une vaste opération de chirurgie esthétique, on pourrait dire, au sens où la sélection dans le passé, les grands récits, les grands moments, les personnages, tout ça, la sélection, elle est déterminée par la volonté de valider le présent de la nation, au prix parfois, donc, de l'invention de sources destinées à conforter ce récit fondateur édifiant des origines. Ainsi, donc l'exemple, peut-être un exemple intéressant, c'est celui du poète et philologue tchèque Václav Hanka, qui découvre, entre guillemets, en 1817-1818, des manuscrits médiévaux, 12e, 13e siècle, je crois, notamment le manuscrit de Dvor, je ne sais pas le prononcer, en vieux tchèque, qui évoque donc les fondateurs de la première dynastie nationale tchèque au Moyen-Âge. Donc l'impact est considérable, jusqu'à ce qu'on apprenne, mais beaucoup plus tard, plutôt dans les années 1880, qu'il s'agissait en réalité, ce document-là, qui est un beau document, vous l'avez sous les yeux, un faux, en réalité. Il s'agissait d'un faux dont Anka lui-même était l'auteur. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres d'invention, donc de source, pour prouver l'ancestralité d'une nation. Exaltation du passé national, autre critère, la promotion de la langue des ancêtres. Alors, si le discours des nationalistes est souvent « la nation existe puisqu'elle a une langue », il arrive que le processus à l'œuvre soit plutôt « puisque la nation existe, il lui faut une langue ». Et à ce moment-là, dans ces cas assez nombreux, il revient là encore à une poignée d'érudits, d'élaborer, à partir de dialectes plus ou moins anciens, usités ou disparus, donc d'élaborer cette langue moderne. Ça passe par la composition générale d'une grammaire, par la réforme de l'orthographe, réforme de l'alphabet aussi, invention de nouveaux mots, rédaction de dictionnaires, etc. On pense bien sûr aux travaux connus des frères Grimm pour l'allemand, mais au moins connus aussi les travaux du philologue Vuk Karadžić pour le serbe, dans la première moitié du XIXe siècle. On pourrait aussi parler du mouvement de renaissance celtique en Irlande à la fin du XIXe siècle. Voilà donc la langue. Le passé,
la langue, la tradition et l'authentique aussi. Et un véritable culte voué à la tradition et à l'authentique qui conduit dans le même temps donc à la recension assez frénétique de tout ce qui contribue à illustrer le génie créateur, à valoriser l'âme nationale primitive, c'est-à-dire les paysages typiques, les ruines et les monuments emblématiques, des légendes, des contes, le folklore, le costume, des coutumes aussi traditionnelles. Ce qui m'amène, pour terminer, à évoquer, parce que ça serait quand même, il faut le faire, brièvement, donc l'invention de la tradition de Hobsbawm et Ranger, qui, près de 20 ans avec Anne-Marie Thiès, avant, pardon, Anne-Marie Thiès, qui s'en nourrit d'ailleurs, hein, qui, ces deux historiens, avaient largement défriché le terrain et la méthodologie à partir essentiellement du monde britannique. La formule est un peu comme Communauté imaginée de Anderson est devenue incontournable, quasi patrimoniale. Alors, je vous en donne une définition ici, c'est important, je crois, de la rappeler. Qu'est-ce qu'ils entendaient par tradition inventée? Les traditions inventées désignent un ensemble de pratiques de nature rituelle et symbolique qui cherchent à inculquer certaines valeurs et normes de comportement par la répétition, ce qui implique automatiquement une continuité avec le passé. Parce que les mouvements nationalistes et les États-nations ne semblent pas avoir de meilleurs arguments, là c'est moi qui reprends la parole, ne semblent pas avoir de meilleurs arguments pour justifier leur existence et leur pertinence que justement l'inscription dans la durée, hein, l'ancienneté de la nation, la continuité de la nation, l'originalité aussi de la nation. Et la définition se poursuit, toutefois, poursuit Hobsbawm, donc, même lorsqu'il existe une référence à un passé historique, la particularité des traditions inventées tient au fait que leur continuité avec ce passé est largement fictive. Hein. Donc des références, des traditions qui sont mobilisées pour convaincre, mais qui sont soit imaginées de toutes pièces, pensez peut-être pour ceux qui connaissent au drapeau breton élaboré dans les années 1920, soit élaborées à partir d'éléments culturels préexistants, sélectionnés, mais remodelés, modifiés, soit un mélange entre les deux. Et peut-être l'exemple qui fonctionne bien avec mes étudiants quand j'aborde le sujet, mais qui devrait fonctionner aussi avec d'autres, avec des élèves, c'est l'exemple du kilt écossais en tartran, hein, à carreaux, qui n'a rien de médiéval comme on le dit souvent, qui a été inventé au XVIIIe siècle pour des raisons pratiques, par un maître de forge anglais en plus, et qui ne devient véritablement attribut national écossais, de la Scottishness, hein, que vraiment au XIXe siècle. Donc il y a un article qui est l'article dans le collectif L'invention des traditions que vous pouvez lire pour préparer cela. Même si l'article est un peu long, mais il est quand même intéressant. Alors voilà, j'ai dépassé mon temps initial, mais pas celui que j'avais prévu. Je n'ai pas vraiment de conclusion, sinon de dire que le nationalisme est vraiment un phénomène global, aux multiples ramifications qui a fait agir et réagir les individus et les groupes depuis le XIXe siècle et qui est toujours d'actualité dans des configurations classiques ou renouvelées, comme c'est peut-être le cas d'ailleurs, mais bon, aujourd'hui avec le populisme, un populisme qu'on peut analyser comme une forme de néonationalisme de crise qui se réclame du vrai peuple et qui est érigé en rempart contre les menaces extérieures. Bon. Mais voilà, j'espère en tout cas vous avoir aidé à vous repérer un peu dans tout ce maquis. Et je vous signale pour terminer donc une ressource en ligne, une base de données en libre accès, en anglais, mais qui est quand même bien utile, l'encyclopédie du nationalisme romantique en Europe, projet qui est porté par l'historien hollandais et néerlandais Job Lersen, et qui propose vraiment des entrées par nom de personne, par pays, par thème, qui rend compte surtout de la dimension transnationale de tout cela, les échanges, les réseaux, les contacts du nationalisme donc, et qui propose aussi des documents originaux que vous pouvez télécharger et utiliser, des écrits, de l'iconographie et même certains extraits musicaux. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a eu des problèmes avec le diaporama. Je m'en excuse, moi de mon côté ça défilait bien. Et voilà, bon, j'en ai terminé. Je redonne la parole à Jannick Julienne. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante, très éclairante et merci aussi pour ces pistes didactiques hein, qui, je pense, sont très appréciées.
Alors en effet, je suis désolée, mais je pense que tu n'avais pas la main sur le défilement du diaporama ou peut-être que c'est la manipulation qui a péché. Moi, j'ai vu que je l'avais à la fin, donc à la fin, je me suis permis, mais j'ai pas osé J'ai vu, oui. Ouais, ouais, t'interrompre. ouais. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais Bah, bon. Mais en même temps, c'était, comme je te l'avais dit, c'est quand même un diaporama qui était un peu là pour, en fait, qui donne les références bibliographiques que je cite. Donc, en le récupérant, vous retrouverez les références précises aux ouvrages. Il y avait quelques citations aussi. Bon, peut-être qu'on pouvait faire aussi sans le diaporama. on pourra le mettre en ligne sur le site. Tu n'y vois pas d'inconvénient? Aucun Très bien. problème. Bon, bah, c'est ce qu'on fera. Alors, je propose de donner la parole directement, sinon je peux poser la question aussi qui était posée dans le chat. Monsieur Beravesio, est-ce que je vous donne la parole? Est-ce que ça vous va pour poser directement votre question? Ça vous permettra de l'expliciter peut-être? Ou sinon, je la pose à votre place. C'est comme vous voulez. Dites-moi dans le chat ce que vous préférez. Entendu. Donc la question qui était posée, donc je vais essayer de l'expliciter un petit peu, c'était la question des liens et des différences entre donc le nationalisme et le patriotisme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe en fait d'une approche, enfin d'une attitude, d'une posture patriotique à quelque chose qui relève davantage du nationalisme, peut-être du nationalisme d'existence, pour revenir à un concept qui a été évoqué, et quelles seraient les différences fondamentales, les clivages qui permettraient vraiment de distinguer les deux processus. Bah, merci. C'est quelque chose que j'ai coupé dans ma présentation, mais j'avais prévu d'en parler. Donc, bon. Euh, et en particulier à partir du cas français, parce que ça fonctionne, c'est une distinction qui est souvent là dans le cas français. L'historiographie française, elle est quand même marquée, elle est marquée par cette distinction entre patriotisme et nationalisme qui mérite d'être questionnée. Euh, la plupart des historiens français, alors depuis Raoul Girardet dans son anthologie du nationalisme, jusqu'à Pascal Horry dans son tout récent ouvrage paru en 2020, Qu'est-ce qu'une nation? Une approche mondiale, je crois que c'est le sous-titre, qui au passage est intéressant parce qu'il propose une approche comme ça transversale avec plein de cas, d'études de cas différentes. Mais l'un comme l'autre vont souvent choisir, donc, et d'autres, hein, de distinguer d'un côté donc, le patriotisme qui serait républicain, de gauche, issu de la Révolution française, instrument d'émancipation, plutôt qui dominerait jusqu'aux années 1870, et puis de l'autre, donc le nationalisme des nationalistes, qui serait synonyme plutôt d'exacerbation du sentiment national, donc la haine des autres, etc., et qui prendrait corps plutôt après 1870, avec notamment des écrits de Barrès et compagnie. Bon, ça, c'est la distinction, si vous voulez, courante qu'on fait toujours entre patriotisme avec une connotation plutôt positive et puis nationalisme avec la connotation plutôt négative, en France en tout cas. Mais attention, je crois que c'est pas si simple. Et il y a un ouvrage, je ne sais pas si vous connaissez, de Philippe Dariula, donc un historien français d'aujourd'hui, qui a écrit un ouvrage qui s'appelait Les Patriotes, je crois, justement, qui parle des années 1815 ou 30 jusqu'aux années 1870. Ouvrage paru au tout début des années 2000, pour retrouver la référence facilement, euh, qui explique justement, qui s'intéresse au patriotisme. Et lui, il montre bien que tout vertueux et tout républicain qu'il fut, le patriotisme a aussi été empreint d'étroitesse, d'ethnocentrisme, de sentiment de supériorité, de chauvinisme, de xénophobie, notamment l'anglophobie, qui est très importante au XIXe siècle, dans la première moitié, et d'antisémitisme aussi, plus un ardent militantisme colonial. C'est-à-dire que la mission civilisatrice de la Troisième République, elle existe déjà dans la première moitié du XIXe siècle, dans ces groupes qui sont par ailleurs euh, ouverts, plus libéraux, etc. Donc, voilà. Ceci dit, je crois que le terme quand même change de sens au cours du siècle, à la fin du siècle, et que ce glissement vers la droite, il est quand même assez incontestable, avec notamment, alors ça, je crois que c'est dans Hobsbawm, il explique que c'est notamment les classes moyennes qui sont séduites par ce nouveau discours qui font qu'il y a un basculement, hein. Les classes moyennes qui avaient été avant tout à l'origine de ce nationalisme d'existence ou d'émancipation, qui, à la fin du siècle, vont plutôt se retrouver et promouvoir ce nationalisme dénationaliste. Donc voilà, différence à la fois chronologique sur le fond,
entre patriotisme et nationalisme, mais il faut faire attention. Et puis, bon, au Québec, c'est encore autre chose, hein, parce que au Québec aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes nationaliste, il n'y a aucune connotation négative. Parce que justement, c'est l'héritage, je crois, du nationalisme d'existence, hein. Donc on est nationaliste, c'est juste qu'on veut que le Québec puisse, enfin, je parle pour les nationalistes, hein, les souverainistes, on voudrait avoir son propre État, mais c'est tout sans vouloir dominer les autres, etc. Donc au Québec, nationaliste, c'est moins une insulte, entre guillemets, ou quelque chose de péjoratif qu'en Europe ou qu'en France. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en avait pas d'autres sur le chat, mais je peux aussi vous donner la parole directement, pas de souci, il suffit d'allumer votre micro. Donc, si vous avez d'autres questions, sinon moi je vais en poser une en Sinon, attendant. je dirais que si vous avez vu, j'ai mis mon adresse courriel, s'il y a des questions qui émergent, je peux aussi y répondre plus tard. Bon. Mais c'est mieux maintenant, hein, mais Merci beaucoup. Ça permettra d'en faire profiter à tout le monde, donc c'est l'intérêt aussi. Bon, alors, oui. je vous laisse réfléchir à une ou deux questions. Moi, je vais en poser une quand même, on a terminé sur une approche un peu transnationale. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a en fait finalement assez peu de contacts, enfin, des contacts entre les mouvements nationalistes, y compris au 19e siècle, il y en a toujours eu, et parfois des contacts assez importants. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est par exemple une mise en réseau, comme on peut le voir aujourd'hui, enfin, en tout cas depuis le 21e siècle, une mise en réseau des mouvements terroristes, par exemple, hein, qui savent très bien allier leurs forces, articulées, même avec des revendications très différentes. On ne voit rien de tel, en fait, sur les mouvements nationalistes. Il peut y avoir des alliances très ponctuelles, mais pas de mise en réseau, pas d'alliance vraiment, pas de vastes mouvements nationalistes, pas de coordination des forces qui permettrait justement de se renforcer. Voilà, c'est un peu une remarque, hein, plus qu'une question, mais je le dis quand même sous forme de question s'il y a des éléments de réponse à apporter ou des éclairages sur ce point. Je veux dire, il y a des moments, il y a des moments en Europe en particulier où, et peut-être en Amérique latine aussi, où il y a des sortes d'internationales des nations ou du nationalisme, ou des moments où il y a une convergence, mais ça ne veut pas dire que que les différents mouvements vont travailler ensemble, mais on pense à 1830, hein, qui n'est pas seulement une révolution parisienne, mais européenne aussi, 1848, et puis dans l'exil aussi, où on retrouve des militants de différents pays à Paris ou à Londres qui vont discuter, mais et, effectivement, ce ne sont pas des mouvements de masse qui interagissent. Alors peut-être un exemple quand même au début des années 1920, dans l'Empire britannique, les Britanniques, les autorités ont eu très peur d'une convergence de lutte avec insurrection simultanée possible entre les Irlandais, les Égyptiens et les Indiens. Nationalisme égyptien, indien, irlandais. Et le bruit courait qu'ils se coordonnaient et qu'ils allaient tout faire péter en même temps. Et Eamon de Valera, le leader nationaliste irlandais à l'époque, qui faisait une grande tournée pour récolter de l'argent aux États-Unis en 1920, il disait pas autre chose dans ses discours, il laissait entendre ça. Alors la réalité, c'est que c'est faux, c'était une fake news, mais en tout cas, voilà, ça a été, la Grande-Bretagne avait peur, hein, et il y a un historien anglais, si je me souviens de la citation, qui avait écrit dans un article justement, le soleil ne se couche jamais sur une des crises de l'Empire britannique, avec la référence, et il pensait à ça en particulier. Mais effectivement, on n'est pas dans le même temps, on n'est pas dans les mêmes chronologies, et il n'y a pas... euh, ouais. C'est tout le rapport aussi entre national et international, nationalisme, internationalisme, qui est compliqué. Euh, bon, mais tu as raison, mais quand même, dans tes nationalistes irlandais révolutionnaires que tu retrouves dans les années 1850-60 à Paris, dans les cafés, ils discutent ensemble quand même, non? Oui, ils discutent, mais et bon, alors c'est vrai, pas que de l'Irlande, hein, Oui. pour ouvrir un petit peu, mais justement, c'est ce que je trouve très frappant, c'est qu'en fait, il y a des contacts. Alors, Monsieur Beravesio évoque à l'instant les contacts entre Basques et Écossais récemment, mais c'est des contacts à chaque fois. C'est pas une structuration même assez euh, plus qu'une structuration, une articulation entre les mouvements qui permettrait de les coordonner un Mhm. minimum et de les renforcer. C'est vraiment des contacts en fait, Mhm. et qui ne sont que très ponctuels. Voilà, c'est un sujet d'étonnement en fait. Il n'a pas, excusez-moi, Monsieur Beravesio, j'avais pas vu votre deuxième chat, donc c'est catalan et écossais et pas basque et écossais.
tout à fait. Voilà. Bon, moi, je ne connais pas ces contacts-là. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus, Laurent. Bon, non, je sais qu'il y avait des contacts entre l'IRA et enfin, les Palestiniens, avec aussi la Corse, avec le FLQ au Québec en 1970 quand il y a eu un mouvement insurrectionnel ici. Au 19e siècle, le cas que j'ai un peu développé, les Canadiens français, les patriotes de Papineau, ont demandé carrément à O'Connell de parler, de soutenir leur cause au Parlement, puisque lui était au Parlement. Mais O'Connell n'a jamais voulu en disant justement ah, attention, on n'est pas dans la même, on n'a pas tout à fait les mêmes exigences, on veut pas la même chose, etc. Donc, euh, ouais, ça n'a pas eu lieu non plus. Mais des contacts, il y en a, c'est sûr, hein. Et entre eux, il y a un article intéressant, enfin, il y a des choses intéressantes sur les contacts entre nationalisme irlandais et nationalisme indien, enfin, mouvements nationaux en Irlande et en Inde, avec des modalités d'action comme la grève de la faim, le boycott, l'agitation pacifique. Gandhi disait se référer à O'Connell, par exemple. Hein. Mais il n'y a pas non plus véritablement comme tu dis, hein, de structure qui chapeauterait tout ça. À ma connaissance, non. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, j'en poserai une dernière aussi, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Hein. Vous avez la parole, évidemment. Donc, juste une dernière question, puis si vous n'en avez pas, on conclura peut-être là-dessus. Est-ce qu'on peut distinguer des particularismes dans les mouvements nationalistes liés à des aires culturelles? Je précise ma question peut-être à partir d'un exemple. Est-ce qu'il existe un nationalisme ou des nationalismes asiatiques? On pense au Japon, mais il n'y a pas que le Japon, hein, il y a aussi des nationalismes qui sont liés à la décolonisation. Donc, est-ce qu'il y aurait des formes asiatiques du nationalisme, des formes américaines, des formes européennes? On connaît déjà avec notre tropisme européen, voilà, la diversité des nationalismes. Est-ce qu'on peut distinguer comme ça des aires culturelles au regard du nationalisme, des nationalismes? Bah, je pense que oui, parce que effectivement, c'est un phénomène global qui est devenu global, mais il y a des temporalités différentes et notamment pour l'Asie, pour l'Afrique, on est vraiment dans l'émergence de mouvements, de projets nationaux dans un cadre postcolonial ou dans le cadre de la colonisation et puis après de la décolonisation. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, la question se pose un peu différemment parce que c'est bien rare qu'on fasse référence à l'ancestralité de la nation. Il faut construire quelque chose d'autre qui peut être construit aussi sur des groupes qui ne sont pas nécessairement des groupes nationaux anciens. Alors, il y a des débats, me semble-t-il, mais je connais quand même vraiment moins bien, dans l'historiographie de l'Afrique, hein, sur est-ce qu'on peut vraiment considérer que le modèle européen du 19e siècle peut être appliqué quand on parle de l'Afrique de la fin du 20e. Est-ce que le modèle de Miloslav Rock, par exemple, peut s'appliquer? Hein? Est-ce que les Tchèques, les Serbes du 19e siècle étaient dans la même configuration historique que les peuples colonisés d'Afrique? Sans doute que non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est difficile. Après, avec l'Amérique du Nord, enfin l'Amérique latine plutôt, je dirais. Là aussi, il y a des spécificités que j'ai pas vraiment explorées ici, mais j'ai lu récemment des choses là-dessus. Il y a des spécificités avec notamment l'apparition au début du XXe siècle, au XXe siècle, hein, de cette claire connexion entre nationalisme et populisme. Où là, ça se passe un peu différemment. Mais ta question est complexe et j'aurais peut-être dû creuser davantage ça en amont, mais j'ai pas de réponse très, très précise à te donner. Je suis un peu désolé là-dessus. Je suis sortie un peu Non, non, du non. cadre de réflexion d'aujourd'hui, donc c'est vrai, parce que le sujet est quand même très très vaste. Hein. Je pense que ça a bien été démontré, donc c'est vrai qu'on peut partir dans des directions très différentes, et ça, c'en est une autre, en effet. Hein. Alors, Alors, je donnerai une info. Il y a une revue en ligne, mais qui est payante. C'est pour ça que je l'ai pas de. Qui s'appelle en anglais Nations and Nationalisms. C'est une revue créée depuis 1995, donc qui est en ligne par Anthony Smith justement, et qui depuis plusieurs décennies donc travaille à ça.
à distinguer, rapprocher les nationalismes dans un pays, dans un autre, dans une aire géographique, dans une autre. Donc là, il y a énormément de choses, mais c'est vrai que le sujet est vaste et complexe. Et comme toute histoire, toute approche un peu globale, on bute toujours sur le fait qu'on n'est pas spécialiste de chacune de ces questions et que c'est difficile d'avoir un panorama général. Une toute dernière Hmm. question. Est-ce que le nationalisme irlandais est encore puissant aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a peut-être le Brexit derrière ça. Euh, ce que je, en République, le nationalisme irlandais est quand même est devenu quelque chose de moins prégnant parce que bon, le pays est indépendant depuis longtemps maintenant, mais il y a évidemment l'Irlande du Nord. Et l'Irlande du Nord qui est toujours, malgré le temps qui passe, malgré ou même le processus de paix, etc., enfin depuis 1998, si vous allez aujourd'hui à Belfast, vous trouverez toujours deux communautés et peu d'interactions entre les nationalistes et les unionistes. Donc oui, c'est toujours relativement fort en Irlande du Nord. Les débats actuels avec le Brexit, c'est est-ce que ça faciliterait, est-ce que la situation actuelle, bien complexe, mais là je ne vais pas commencer à en parler parce que euh, faciliterait une réunification à plus ou moins long terme de l'Irlande, et donc euh, peut-être, mais je crois qu'on n'y est pas encore, mais ça pose la question plus globalement et de manière très intéressante à l'échelle des îles britanniques, hein. Ce Royaume-Uni, parce qu'il n'y a pas que l'Irlande du Nord, il y a aussi l'Écosse, bon, le Pays de Galles un peu moins, mais en Écosse, vous savez bien que là aussi, on est aujourd'hui dans des problématiques de souveraineté, d'indépendance, etc. Donc oui, le nationalisme irlandais est toujours important, surtout présent en Irlande du Nord. Et dans le cadre de la République, on est aujourd'hui, depuis 1914, depuis 2014, 2012, 2014, jusqu'en 2022-23, on fête le centenaire, enfin on commémore le centenaire de ce qu'on appelle la Révolution irlandaise. Toute cette période parsemée d'insurrections, de guerres d'indépendance et qui s'est terminée par une guerre civile. Donc, on commémore le centenaire de cette période de naissance de l'Irlande moderne. Et donc, il y a un discours, il y a une résurgence, non pas du discours nationaliste classique, mais d'une volonté au sommet de l'État, d'ailleurs avec le président de la République, de reconfigurer le discours sur le passé national et de l'ouvrir, de proposer une lecture pluraliste où tout le monde aurait sa place, les unionistes, ceux qui ont défendu la cause de l'Irlande libre, ceux qui étaient contre, etc. Donc, on parle beaucoup, si vous voulez, du nationalisme en Irlande aujourd'hui, en République, mais en lien avec cette commémoration et les nouvelles lectures possibles du passé. Donc il faut distinguer, je crois, la République et puis ce qui se passe en Irlande du Nord, qui est toujours une situation complexe euh, et recomplexifiée avec la frontière, enfin la question de la frontière aujourd'hui. Oui, avec du coup une pluralité de nationalismes en fait qui sont vraiment assez différents et aussi parfois enfin, même parfois très opposés en effet. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on conclut? Je surveille le chat en disant ça, mais je ne vois pas d'autres questions surgir. Bon, en tout cas, un grand merci pour votre présence et pour vos questions, Monsieur Berravesio. Merci. Ouais. Et merci à Laurent Colantonio vraiment pour cette conférence qui était passionnante et pour ces échanges aussi qui étaient très intéressants à la fois du point de vue scientifique et didactique aussi, parce que cette dimension était quand même assez présente. Donc, un grand merci. Laurent, je te propose de rester encore 2 minutes tant que je salue tout le monde et puis au plaisir de se revoir, j'espère en présentiel le plus vite possible en tout cas. Sinon, on refera aussi des échanges